bienvenue sur le podcast du programme de recherche Borders and Globalization. Je parle depuis le territoire des peuples Lekwungen dans la région de la mer Salish. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean Perroni, qui est directeur général de la mission opérationnelle transfrontalière, ou MOT, une agence française centrée et spécialisée sur l'aménagement des territoires frontaliers et transfrontaliers. Notre thème de discussion aujourd'hui portera sur les frontières, notamment françaises, et la cohésion territoriale européenne. On sait que l'Union européenne a une activité visant à réduire les écarts de développement depuis le début de sa création. Elle a d'ailleurs institué plusieurs fonds financiers pour cela et des outils comme Interreg. Avec le traité de Lisbonne, signé en 2007 et entré en vigueur en 2009, l'Union européenne a hérité d'une nouvelle mission: promouvoir la cohésion territoriale, en plus de la cohésion économique et sociale. Cette politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire les disparités de développement économique entre les diverses régions qui la composent et entre les habitants qui y vivent. La politique régionale est régie par les articles 174 à 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 174 prévoit que la cohésion économique, sociale et territoriale est essentielle au développement harmonieux de l'ensemble de la communauté et exige la réduction de l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions. Malheureusement, comme on le sait, la pandémie de la COVID-19 a entraîné de nouvelles disparités territoriales et sociales. Elle a révélé en particulier les fragilités des situations transfrontalières et aussi l'interdépendance des régions limitrophes. Difficultés supplémentaires et non des moindres, les espaces transfrontaliers sont des lieux où coexistent plusieurs systèmes nationaux et qui doivent aussi s'articuler dans un cadre juridique européen. Dans notre discussion d'aujourd'hui, on essaiera donc de mieux comprendre les relations complexes entre la cohésion territoriale européenne, la coopération transfrontalière et les frontières. Bienvenue Jean Perroni, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci, c'est avec plaisir. Mais avant de commencer notre discussion, Jean, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre carrière? Pourquoi cet intérêt pour les frontières? Et aussi, qu'est-ce que la mission opérationnelle transfrontalière? Bien, je suis ingénieur de formation. Je crois que j'ai toujours eu une vocation d'aménagement du territoire ou de travailler pour des politiques territoriales comme les politiques urbaines. Et j'ai eu de fait l'opportunité de faire ça tout au long de ma carrière professionnelle. C'était pas prévu d'avance, mais j'ai eu l'occasion de travailler d'abord sur le terrain dans des opérations d'aménagement urbain en région Île-de-France, donc la région parisienne, une grande région urbaine, mais aussi à l'île de la Réunion, donc ultra-périphérie française, dans un contexte évidemment tout à fait différent. Ensuite, j'ai eu la chance l'opportunité de travailler au niveau de l'aménagement régional de la région parisienne pour un schéma directeur. J'ai participé dans les années 90 à l'écriture, mais aussi à la mise en œuvre par des outils d'observation de ce schéma d'aménagement. J'ai eu ensuite l'occasion de rejoindre la DATAR, qui était une agence nationale au niveau français pour l'aménagement du territoire, où j'ai travaillé sur des questions tout de suite européennes, qui étaient déjà des questions de coopération avec les autres pays en matière d'aménagement du territoire. J'ai eu même l'occasion d'aller jusqu'à Bruxelles et de travailler au sein de la direction générale Régio, qui est une direction qui est chargée de la politique de cohésion, mais aussi plus largement qui est la DG territoriale, si l'on peut dire, au sein de la Commission européenne. Et puis, je suis arrivé comme directeur général à la MOT en 2011. Alors, pourquoi c'est un intérêt pour les frontières? Je dirais que
Je pense que je l'avais pas prévu quand j'ai commencé à travailler quand j'avais 25 ans. Mais même si j'avais toujours, comme je pense la plupart d'entre nous, été fasciné par le fait de traverser des frontières, surtout en Europe où on a la chance d'avoir des frontières en général ouvertes et paisibles, hein. Enfin, je dirais malheureusement ce n'est pas le cas à l'est de l'Europe, mais c'est le cas encore, je dirais, dans la plupart des frontières européennes. Par contre, finalement, en rétrospectivement, ce que je trouve de passionnant, et je ne m'en lasse pas à dire vrai, à travailler sur les frontières, c'est que ça m'a permis en tout cas de combiner, je dirais, à la fois un intérêt pour des situations concrètes, hein. Nous travaillons à la Motte pour les bassins de vie transfrontaliers, qu'ils soient ruraux, urbains ou même maritimes. Nous travaillons pour améliorer la vie des personnes qui vivent dans ces territoires transfrontaliers. Donc ça, c'est le côté très pratique, mais il y a aussi toujours, avec ce travail par-delà la frontière, une dimension, je dirais, à la fois dépaysante et très nourrissante, qui est d'être en contact avec toujours un ou deux autres pays, et puis d'être dans une dynamique européenne. Parce qu'en Europe, c'est vraiment la construction européenne qui permet d'avoir cette coopération transfrontalière, puisque les frontières sont réputée ouverte, et on est censé progresser vers une intégration européenne qui se joue notamment sur ces territoires frontaliers. Donc je dirais ça, ce travail sur les frontières me permet de combiner des enjeux très concrets et puis aussi des aspirations à l'Europe qui est en soi une belle cause, je pense, pour nous autres Européens, pour la développer en faveur de ses habitants. Et donc la Motte, c'est une petite structure, hein. On a 10 salariés, on est basé à Paris, on travaille sur l'ensemble des frontières françaises, de part et d'autre de ces frontières, puisqu'on a des membres aussi bien français qu'allemands, italiens, espagnols ou belges, hein. On est aussi beaucoup en contact avec le niveau national, hein. On a d'abord des membres, je dirais, qui sont des acteurs locaux, hein, des collectivités de part et d'autre de la frontière ou des groupements transfrontaliers, et ça, on en a à peu près 90, mais on est aussi fortement soutenu par l'État, par le niveau national français, quelques ministères, et puis on a des contacts aussi rapprochés avec les États voisins, et puis beaucoup avec les institutions européennes, la Commission, le Parlement ou le Comité des régions. Donc on est un outil, je dirais, comme on le dit quelquefois, multiniveau, parce que il faut nécessairement travailler à ces différentes échelles quand on est sur une frontière. On travaille localement pour le bénéfice des habitants ou des entreprises qui habitent sur la frontière, mais on a besoin des États parce que la frontière est toujours là et que la frontière, c'est une affaire d'État. Et on travaille avec le niveau européen parce que c'est effectivement un certain nombre de législations ou de financements européens qui nous permettent euh, de, de concrétiser un certain nombre de projets transfrontaliers. Merci Jean pour cette biographie personnelle et professionnelle. Pour introduire notre thématique d'aujourd'hui qui porte sur les frontières et la cohésion territoriale européenne, il apparaît utile tout de même de resituer le contexte face à la pandémie. Au forum organisé par les équipes de la Motte en juin 2022, le Borders Forum 2022, il a été clairement fait état que les autorités publiques des divers États composant l'UE ont réagi dans leurs cadres nationaux, chacun de leur côté, en se tournant le dos, ce qui a entraîné de grandes difficultés, notamment pour les habitants des zones frontalières. En un mot, la pandémie de la COVID-19 a révélé les interdépendances des localités frontalières et leur fragilité quand on fermait les frontières. Ma première question porte donc sur l'impact général de la pandémie COVID-19 sur la régulation des frontières et sur la coopération transfrontalière impliquant la France. Quels sont les enseignements de la crise pour l'État et son gouvernement? De quoi se sont-ils rendus compte? Bien. Alors tout d'abord, il faut voir que, je dirais, il y a encore 5 ou 10 ans,
l'expérience, encore une fois, dans le cœur de l'Europe, je ne parle pas des frontières externes de l'Europe, l'expérience était quand même la disparition des frontières. Enfin, en tout cas, la ligne frontalière, même si elle reste encore visible avec quelques panneaux, n'était plus du tout contrôlée. Et de fait, c'était pour nous le terrain naturel de coopération multiple dans tous les domaines de la vie locale et puis d'une intégration progressive avec notamment sur certains segments de frontières français des flux très importants de travailleurs transfrontaliers. Hein. Il y a plus de 100 000 travailleurs qui traversent tous les jours la frontière vers le Luxembourg depuis la Lorraine. Il y en a aussi plus de 100 000 vers Genève et puis plus généralement je dirais depuis Dunkerque jusqu'à Genève, donc le quart nord-est de la France, on a vraiment des flux très importants. Et donc tout ça paraissait naturel et ce que la pandémie a révélé avec cette brutale fermeture des frontières donc à partir de mars 2020 et c'est vrai à peu près pour toute l'Europe. Hein. Il y a quelques États qui n'ont pas fermé leurs frontières, mais la plupart les ont au moins très très fortement contrôlées. Alors naturellement tout ça fait partie d'un processus où de toute façon beaucoup d'entre nous étaient confinés chez eux. Hein, mais la situation des régions frontalières a été, je dirais, encore plus dramatique, puisque il était admis pour la plupart d'entre nous quand même qu'au bout de quelques jours ou de quelques semaines, on a pu récupérer la possibilité je dirais, d'avoir accès à des commerces ou de voir des gens dans un certain périmètre, et puis pour ceux pour qui c'était indispensable d'aller travailler. Or, sur les frontières, tout d'un coup, il y avait vraiment eu des fermetures ou des contrôles extrêmement stricts et qui ont été mis en place très rapidement par les États dans une méconnaissance quasiment complète de la réalité justement de cette vie transfrontalière. Hein. Et donc, alors, je ne vais pas trop charger les États parce que, globalement, on sent bien qu'ils ont eu à gérer l'incertitude, à gérer la crise sanitaire, mais aussi économique, et qu'ils l'ont fait comme ils ont pu. Mais ça a vraiment révélé, je dirais, que les États ne savaient pas ou ne savaient plus ce que représentait une frontière. Hein. Ils ont pensé effectivement la contrôler comme des États peuvent le faire, c'est-à-dire soit en bloquant certains passages, soit en instaurant des contrôles extrêmement rigoureux. Mais en fait, ça a effectivement perturbé. Enfin, si on prend pour la France les 400 000 travailleurs transfrontaliers qui sortent chaque jour du pays vers l'étranger, enfin 4 ou 500 000, alors bien entendu, certains d'entre eux ont pu comme d'autres travailleurs, télétravailler, fort heureusement, mais il y avait toute une catégorie d'entre eux qui étaient indispensables. Je prends un seul exemple vers le Luxembourg où parmi ces 100 000 travailleurs quotidiens, il y a toute une partie des soignants, médecins ou infirmiers des hôpitaux luxembourgeois et qui sont de fait très souvent français. Et de fait, le Grand-Duché a tout de suite, je dirais, supplier ou exiger les États voisins de ne pas fermer les frontières par rapport à ces travailleurs indispensables. Mais ça va au-delà de ça, et ce que les gens ont ressenti et que nous avons essayé de décrire hein, pour agir et pour convaincre les gouvernements, c'est que justement la vie ne se limite pas à un travailleur transfrontalier. Ces travailleurs, d'abord certains d'entre eux ne font pas qu'un déplacement vers leur travail, mais ont un circuit, je dirais, de vie hein, qui peut les amener quelquefois à mettre des enfants à l'école de l'autre côté de la frontière, ou de toute façon à faire aussi quelques courses, ou à acheter de l'essence, ou même des cigarettes, hein, c'est pas interdit. Et tout d'un coup, les restrictions ont été draconiennes, et notamment, même si le travail transfrontalier restait autorisé, certains travailleurs se sont retrouvés mis à l'amende parce qu'ils avaient osé prendre de l'essence de l'autre côté de la frontière. Enfin, on a constaté par
par contre-exemple, hein, par contradiction, je dirais, qu'en réalité, la vie pas seulement de ces travailleurs, mais de toute une frange de la population près des frontières consistait à très naturellement traverser cette frontière et tout d'un coup, ça n'était plus possible. Et c'est quand même assez grave parce que ça a aussi généré des réactions négatives du type des rejets de la population de l'autre côté de la frontière. Je prends juste un exemple dans le en Sarre, qui est un land allemand, donc à la frontière de la Lorraine, où euh, euh, il y a une réelle ouverture, traditionnellement, je dirais, mais où tout d'un coup, un certain nombre d'habitants sarrois, bon, les Allemands avaient, au début de la pandémie une moindre gravité de la pandémie pour des raisons un peu contingentes, hein, mais du coup, et la France, à contrario, a connu des clusters dans cette région, et tout d'un coup, certains Allemands ont perçu un danger en voyant la population française traverser, et il y a eu des stéréotypes qui sont revenus, qui étaient vous êtes des étrangers, vous êtes dangereux, retraversez la frontière. Donc il y a eu effectivement des effets matériels, mais aussi immatériels, et surtout ce retour de la frontière, et aussi cette très grande difficulté qu'ont eu les États, mais aussi les collectivités, hein, à justement reprendre, réorganiser une vie transfrontalière, parce que quelque part, les systèmes se tournent le dos. Et ce qui nous frappe aussi beaucoup, c'est que finalement, ce sont des personnes, c'est-à-dire des individus engagés parce qu'ils connaissaient des interlocuteurs de l'autre côté de la frontière, mais à titre personnel, hein, que ce soit des élus ou des fonctionnaires, qui ont permis de redémarrer, mais les institutions n'avaient pas la capacité de gérer une crise. C'était pas prévu, et ils ont dû vraiment beaucoup évoluer pour retrouver un niveau de coopération. Ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'il faut réinventer quelque chose qui puisse fonctionner lors de futures crises, mais aussi de manière plus durable, hein, pour faire que des services publics se développent plus dans un contexte transfrontalier, hein, des infrastructures de transport pour faciliter la mobilité, mais aussi des services de santé. On a bien vu que c'était extrêmement important de jouer sur l'ensemble de l'offre hospitalière par-delà la frontière pendant cette crise, hein. Il y a eu de fait des transferts de patients, mais ça, enfin, très vite, il y a eu quand même une certaine solidarité, mais rien n'était prévu pour ça. Et donc, ça nous amène à penser qu'il faut vraiment repenser cette gouvernance transfrontalière pour encaisser de futures crises, et peut-être aussi favoriser de manière plus permanente une vraie collaboration, et plus seulement une coopération, okay, une intégration, et pas seulement une coopération qui resterait à la bonne volonté de personnes ou d'institutions. Merci Jean pour ce diagnostic très précis. Ma seconde question porte sur la coopération territoriale, la coopération transfrontalière notamment, c'est-à-dire la coopération de proximité de part et d'autre d'une frontière définie. À l'article 3 du traité sur l'Union européenne, on peut lire que l'Union européenne, promeut la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres. Selon l'article 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, on note que la cohésion économique, sociale et territoriale fait partie de la catégorie des compétences partagées entre l'Union et les États membres. L'article 174, que nous avons évoqué tout à l'heure, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, définit également les régions concernées par la politique de cohésion, et on y trouve justement les fameuses régions transfrontalières. Donc précisément, à travers cette pluralité de dispositifs juridiques, ici du droit de l'Union européenne, concrètement, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, du fait de votre parcours professionnel, mais concrètement, quel est le rôle de la Commission européenne, de la DG Régio notamment, dans ce domaine-là?
Alors, je me sens quelques capacités à répondre parce que j'ai eu la chance pendant 3 années passées à la Commission comme expert français détaché de travailler donc dans cette direction générale Régio. Et de fait, j'ai travaillé sur l'exploitation d'un débat public sur la cohésion territoriale, puisque comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le traité de Lisbonne en 2007 a instauré donc cette cohésion territoriale et ensuite la Commission a produit un livre vert, document pour faire réfléchir et pendant 3 ans, j'ai effectivement animé ce débat avec les partenaires des États et des régions européens. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que donc la politique de cohésion, hein, donc, qui existe depuis 1975, qui est une politique qui rend possible de financer des projets dans toutes les régions d'Europe, hein, qu'elles soient riches ou pauvres, même si bien sûr il y a plus d'argent pour les régions pauvres. C'est un des poids lourds des financements européens. C'est quand même un budget qui représente près de 40%, à peu près à égalité avec la politique agricole, hein, donc de 40% du budget européen. Et cette politique, pour ceux qui la mettent en œuvre, elle est vraiment un moyen de créer un lien en quelque sorte entre les territoires et l'Europe. Alors, il se trouve que s'agissant des frontières, le développement de politique de l'Union européenne à l'égard des frontières s'est surtout déroulé à partir de 1990. C'est une époque où la politique de cohésion telle qu'on la connaît maintenant prenait vraiment pleinement son envol et où il y avait la perspective donc du développement du marché intérieur et puis aussi assez vite d'ailleurs la perspective de l'élargissement de l'Europe, hein, qui a eu lieu à partir de 2004 aux pays d'Europe centrale et orientale. Et donc, il y avait l'idée à l'époque que le marché intérieur serait bien évidemment favorable à ces régions frontalières puisque elle pourrait bénéficier vraiment par proximité, je dirais, du marché du pays voisin. Il y avait aussi en même temps le développement des accords de Schengen qui permettrait justement cette ouverture des frontières. Et à l'époque, la Commission avait juste pensé que un programme pourrait spécifiquement s'adresser à ces régions frontalières, et ce programme s'appelle Interreg, et il s'est développé sur l'ensemble des frontières intérieures, et avec des sommes d'argent relativement limitées, parce qu'en fait, on pensait qu'il s'agissait surtout d'une espèce de catalyse et que l'intégration se produirait, je dirais, naturellement, et qu'il s'agissait juste d'accompagner un petit peu la naissance d'une gouvernance transfrontalière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que certes, certes, les frontières se sont ouvertes et la coopération s'est développée, mais on a constaté de plus en plus, et ça dès les années 90, que ça ne suffisait pas parce que les États restaient quand même des systèmes très complexes et pas forcément interopérables, hein, même si par ailleurs il y a un développement de politique européenne et de normes européennes et puis d'une intégration par le marché. Et pour donner un exemple très, très concret, autant dès les années 60, 70, 80, se sont progressivement développées des infrastructures de transport et des liaisons de transport transeuropéennes, hein. Ça, c'était depuis le début identifié par l'Union européenne. Autant, par exemple, des transports locaux transfrontaliers, comme des lignes de bus ou de tram qui étaient nécessaires et qui ont fini par être réalisés, n'avaient pas du tout de législation de support au niveau européen. Et en fait, on se retrouvait avec des États qui se tournaient le dos. Et pour faire une ligne de tram, c'était très compliqué parce que les législations n'étaient pas du tout coordonnées, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une prise de conscience à laquelle la Motte a beaucoup participé, hein, parce que nous, on a dit ça depuis le début, donc à partir de 1997. Mais autant la Commission au début ne comprenait pas ce qu'on voulait dire, autant finalement, alors grâce peut-être au traité effectivement de Lisbonne, hein, qui a effectivement réaffirmé cette
cette notion de cohésion territoriale et a mentionné expressément la question des régions transfrontalières, mais aussi grâce à l'action de conviction des acteurs locaux et en réseau au niveau européen, on a progressivement convaincu la Commission au milieu des années 2010, disons, qu'il fallait pas seulement avoir un beau programme Interreg, mais aussi une coordination, notamment interne à la Commission, pour que l'ensemble des politiques européennes prennent conscience des problèmes spécifiques de ces régions transfrontalières. Et donc, on a aujourd'hui une direction de la Commission qui est celle de la politique régionale, de la politique de cohésion, qui est la DG Régio, qui s'est dotée d'un point de contact frontalier. Donc, ils ne font plus seulement de la tuyauterie financière pour donner des moyens aux régions transfrontalières, mais ils ont un rôle moi, ce que j'appelle d'aménagement du territoire, c'est-à-dire de coordination avec les autres directions de la Commission, que ce soit la santé, les transports, l'environnement, etc. Et ils ont aussi un rôle beaucoup plus qu'avant, non seulement de lien avec les programmes Interreg sur le terrain, mais de conviction auprès des États et des régions pour développer justement une gouvernance multiniveau qui soit plus efficace. Et quelque part, finalement, la crise sanitaire a aussi provoqué un électrochoc entre institutions. Hein. Ça nous a beaucoup rapproché, encore plus, je dirais, de la commission du comité des régions, hein, qui défend l'intérêt des régions à Bruxelles, aussi du Parlement, et ça a resserré les liens entre tous ces acteurs, avec malgré tout quelquefois un poids un peu mort, un peu lourd, qui sont les États. Alors c'est pareil au niveau des États, les États sont complexes bien entendu, et il y a au sein des États des fonctionnaires qui nous aident et qui ont bien réagi pendant cette crise, hein, notamment des diplomates par exemple. Mais il y a aussi effectivement des administrations au sein des États qui sont un petit peu en inertie, je dirais, par rapport à ce besoin de coopération transfrontalière et par rapport à l'Europe en général. Et donc, cette lutte est une lutte de tous les jours pour que les États se tournent de moins en moins le dos et agissent de plus en plus dans une espèce d'intégration concrète sur chaque frontière. Voilà. Merci Jean pour ce topo très intéressant. Si vous le voulez bien, intéressons-nous au cas de la France à présent. La France est un pays aux nombreuses frontières terrestres et maritimes. Et du fait de cette diversité des frontières de la France, j'imagine que définir une politique publique nationale est complexe. D'autant plus que, comme vous venez de le dire, les administrations des États peuvent être touchées par l'inertie. Sur ce point, compte tenu du panorama extrêmement divers de ces frontières et du nombre important d'outils dédiés à cette problématique, je pense aux eurodistricts, au groupement local de coopération transfrontalière, ou GLCT, au groupement européen de coopération transfrontalière, ou GECT. Pensez-vous que la France ait une stratégie cohérente en termes de coopération transfrontalière ? Bien. Alors, d'abord, tu as raison d'insister sur le fait que ces frontières françaises sont extrêmement diverses. Hein. On a effectivement une frontière avec une dizaine de pays, alors en comptant certes aussi des petits pays comme Monaco ou l'Andorre, mais c'est quand même un certain nombre. On a des frontières dont certaines sont des frontières au droit d'agglomération urbaine très, très importantes, hein, comme Genève ou Bâle, ou au droit de la frontière avec le Luxembourg, où finalement les flux sont très, très élevés et la ville est en quelque sorte distribuée de part et d'autre de la frontière. On a aussi des frontières beaucoup plus rurales, voire de montagne, hein, qui sont des zones peu denses, mais où il y a malgré tout quand même là aussi des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux de protection, mais aussi des enjeux de vie locale, concrète, au niveau de certains cols ou de certains plateaux de montagne.
il y a aussi des espaces maritimes et puis il y a aussi l'ultra-périphérie, hein, le fait qu'on a aussi, enfin, si on prend la Guyane, hein, la Guyane, c'est un morceau de France en Amérique latine et on a là aussi des gros enjeux de coopération avec les États voisins qui sont le Brésil et le Suriname. Donc une extrême diversité qui veut bien entendu dire que une politique uniforme n'aurait tout simplement pas de sens, hein. Nous, on est à la mode, on est décentralisateur, donc on pense qu'il faut effectivement gérer chaque frontière ou segment de frontière à partir du local et en demandant justement aux États, et notamment à l'État français, de différencier ses politiques, hein. C'est un maître mot d'ailleurs, pas seulement par rapport aux frontières, mais l'État a compris, enfin le gouvernement actuel en tout cas a compris qu'il fallait aller vers cette différenciation par rapport à un cartésianisme français un peu qui peut être un peu maladif, hein, de ce qu'on appelle quelquefois le jardin à la française, hein, où tout est uniformisé, donc on lutte contre ça. Après, on pense quand même enfin, nous pensons quand même que dans un pays comme la France, qui reste un pays relativement centralisé, même si les régions ou les collectivités ont quand même gagné du pouvoir. En France, et personne ne songe aujourd'hui à le remettre en cause, les lois sont votées au niveau national, hein. Il n'y a pas il y a peut-être des gens qui rêveraient d'un fédéralisme, et peut-être qu'on ira par là un jour, mais aujourd'hui, personne ne demande vraiment de légiférer, par exemple, à niveau régional en France, hein. Et donc, dans la mesure où il y a un certain nombre de lois qui sont nationales, il est important que ces lois soient votées et soient écrites et soient votées et appliquées en ayant en tête qu'elles touchent des territoires qui peuvent être frontaliers. Et donc, c'est un sujet où on a besoin de plus de coordination nationale. Ça n'est pas contradictoire avec le fait d'avoir plus de décentralisation. Il faut les deux, hein. Il faut une gouvernance multiniveau. Et d'ailleurs, moi, je suis très frappé sur une frontière particulièrement intéressante qui est la frontière franco-allemande. Alors, frontière franco-allemande, c'est compte tenu des caractéristiques géographiques, une frontière qui est quand même très ouverte parce que c'est des zones de plaine, hein. Enfin, il y a le Rhin qui fait une partie de la frontière, mais enfin, le Rhin, ça se traverse, hein, comme n'importe quel fleuve, hein. Et donc, c'est une région où il y a quand même une longue tradition de coopération qui a remplacé des conflits évidemment avant, mais et par exemple, c'est une des frontières européennes où il y a le plus de services publics transfrontaliers. Et là, on a une frontière où il y a un contraste énorme sur les systèmes de gouvernement, puisqu'on a d'un côté un État centralisé, la France, et d'un autre côté un État fédéral, l'Allemagne. Et ce qu'on peut voir du côté allemand, enfin, pour le coup, là, je suis quand même comment dirais-je, laudatif, hein, du système fédéral, c'est que on a effectivement à la fois quand même des acteurs locaux ou régionaux comme les lenders, hein, qui ont un pouvoir important. En même temps, il y a un certain nombre de sujets qui doivent remonter à Berlin parce que il y a aussi des législations fédérales et que les Allemands ne cherchent pas à supprimer leur État fédéral. Et donc, on a effectivement besoin, effectivement, même en Allemagne, d'articuler le niveau local et le niveau national. Le niveau, enfin, à Berlin, nous avons des interlocuteurs qui sont contents de travailler avec nous, hein, des ministères, parce qu'ils pensent que il faut travailler à plusieurs niveaux. Donc, s'il y a cette coordination à Berlin, elle peut bien aussi avoir lieu à Paris, hein, je pense. Et donc, ça se traduit d'ailleurs par un dispositif nouveau qui est lié à un traité qui a été signé entre la France et l'Allemagne, hein. Il y avait un traité de réconciliation, le traité de l'Élysée en 1963, qui a déjà permis d'avancer, je dirais, sur la coopération des deux pays, mais qui n'abordait pas la dimension transfrontalière. Et le traité d'Aix-la-Chapelle, hein, qui date donc de 2018, a développé notamment un outil qui est un comité de coopération transfrontalière qui a la particularité d'associer les différents niveaux, c'est-à-dire d'associer pas seulement les deux États, mais également les États fédérés allemands ou la région et les collectivités françaises, et puis les groupements transfrontaliers
comme les eurodistricts dont tu as parlé, et aussi des parlementaires nationaux de Berlin et de Paris qui sont censés justement surveiller un petit peu la mise en œuvre et s'assurer que les difficultés constatées au niveau local sont en voie de résolution au niveau des législations nationales. Donc, on a un dispositif qui nous semble effectivement prometteur. Mais voilà, donc je dirais respecter la diversité et agir localement, mais faire remonter les problématiques dans les capitales et d'ailleurs quelquefois aussi à Bruxelles, parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même dans un espace où on cherche à légiférer à l'échelle européenne quand c'est nécessaire et il y a des sujets transfrontaliers qui nécessitent, pour lesquels une action européenne peut jouer un rôle de facilitation très important. Enfin, je donne un exemple tout bête qui est résolu aujourd'hui. Il y avait un problème, ce qu'on appelle le roaming, c'est-à-dire que les opérateurs de téléphonie mobile nationaux chargeaient comment dirais-je, les communications dès qu'on franchissait la frontière pour se faire de l'argent simplement. Et en fait, il y a eu une législation qui a interdit ça donc pour l'ensemble des gens qui utilisent un téléphone mobile dans toute l'Union européenne. Mais de fait, ça a en particulier facilité la vie des acteurs transfrontaliers, puisqu'ils n'étaient plus obligés d'avoir deux téléphones un pour chaque côté de la frontière. Voilà. Exactement. Merci Jean. Pour rester un peu plus dans le contexte français, une nouvelle loi a été promulguée récemment, le 21 février 2022. C'est la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Cette loi ajoute des dispositions liées à la dimension transfrontalière, justement, en matière de santé, d'apprentissage, d'aménagement commercial. Est-ce que cette loi, Jean, est-ce que c'est une reconnaissance nationale de l'importance de la dimension transfrontalière en termes de politique publique? Alors tout à fait. Donc nous cette loi d'abord, elle n'avait pas du tout au départ le projet d'aborder la question des territoires transfrontaliers n'était pas dans le projet de loi initial. Il s'agissait en fait d'une loi comme il y en a régulièrement en France pour progresser vers effectivement plus de prise en compte du local au travers effectivement soit de décentralisation, mais aussi comme on dit maintenant de différenciation. Et il se trouve que le transfrontalier s'est invité dans le débat, à la fois grâce à la MOT, qui a fait entendre sa voix, mais aussi d'ailleurs grâce à la frontière franco-allemande, où compte tenu de ce dispositif du traité d'Aix-la-Chapelle, il y a eu ces parlementaires donc, qui ont porté fortement du côté français quelques besoins qui remontaient en quelque sorte de cette frontière-là. Et donc pour nous, c'est une très bonne chose. On a eu effectivement un chapitre transfrontalier qui a émergé. C'était, je crois, un peu la première fois. Enfin, bien entendu, il y avait déjà des lois qui prenaient en compte des dispositions techniques, mais là, on a eu un chapitre transfrontalier, donc c'est quand même une réussite. Après, nous, on est persuadés que ce n'est qu'un début, c'est-à-dire qu'en réalité, dans beaucoup de lois à l'avenir, il faudra qu'on ait une meilleure prise en compte de cette réalité frontalière, et donc on ne pense pas d'ailleurs que ça soit simplement en ayant une loi toutes les X années qui résolve quelques sujets, que ça suffise. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il faut qu'on progresse, par exemple, vers plus d'analyse d'impact des législations françaises et du pays voisin, je dirais, sur les enjeux transfrontaliers. Donc nous, on le prend plutôt comme une opportunité pour interpeller, je dirais, à la fois le gouvernement, mais aussi le Parlement, sur leur prise en compte à l'avenir des enjeux transfrontaliers. Donc voilà, c'est une première étape, disons. Merci Jean pour ces précisions. On sait que certaines zones frontières accueillent de nombreux travailleurs frontaliers. Nous l'avons dit en introduction. Au niveau chiffre, plus de 40% du territoire européen, ce sont des régions frontalières. À l'échelle du département français, tous les territoires frontaliers français représentent 25% de la population. Dans l'Union européenne, on a dénombré 2 millions de travailleurs frontaliers, dont les fameux 400 000 qui viennent de la France. En outre, la Suisse et le Luxembourg sont parmi les plus grands employeurs
du pays. On sait aussi que ces travailleurs frontaliers peuvent encore rencontrer une série de difficultés. Je pense à la retraite, je pense au chômage, je pense à la santé et aussi aux prestations familiales. Jean, pensez-vous que le gouvernement français ait une claire vision politique pour ces catégories de nationaux? Est-ce qu'il y a une politique publique nationale identifiable qui serait orientée pour combler ces difficultés que rencontrent les travailleurs frontaliers? Alors déjà, bon, commençons par dire des choses positives, hein. Nous avons la chance d'avoir un gouvernement français, et je dirais même un président de la République qui est quand même ouvertement pro-européen, plutôt enclin à trouver des solutions de coopération, soit au niveau européen, soit au niveau bilatéral, hein, puisque c'est Emmanuel Macron qui a effectivement pris l'initiative du côté français du traité franco-allemand, qui a un traité franco-italien qui a été signé, et probablement un traité franco-espagnol qui le sera, et qui visera justement une meilleure coopération transfrontalière. Il y a en plus ce gouvernement est incontestablement plutôt dans l'idée qu'il faut libérer les contraintes qui pèsent sur le travail pour permettre effectivement aux gens de saisir des opportunités de travail ou d'autres choses, notamment par-delà les frontières. Donc incontestablement, il y a quand même une certaine bienveillance. Après, ce qui se passe, c'est quand même que ce sont des sujets extraordinairement compliqués, parce que d'abord, il faut quand même rappeler que sur beaucoup de sujets ayant trait à la vie pas seulement d'un travailleur, mais d'une personne transfrontalière, les politiques restent nationales. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, même si l'Europe joue un rôle en matière d'emploi ou d'action sociale, en encadrant un certain nombre de choses, la politique de l'emploi ou le traitement du chômage ou le traitement des retraites reste bien évidemment des systèmes nationaux. Donc la difficulté, c'est du coup, un État centralisé comme l'État français se retrouve avec d'un côté une valeur qui n'est pas seulement la valeur de tel ou tel gouvernement, mais qui est la valeur que la plupart des Français reconnaissent, un système national de cohésion qui s'enracine notamment dans l'après-guerre en 1945, où ont été inventés un certain nombre de mécanismes de sécurité sociale, etc. Donc c'est un système quand même relativement unitaire qui se retrouve donc sur chaque frontière confronté à d'autres systèmes qui sont chacun différents, hein. Donc il y a pas de solution facile, hein. Alors là je parle de sécurité sociale, mais si on prend par exemple la fiscalité, on a effectivement là aussi, heureusement, un certain nombre de règles qui évitent, par exemple, que les gens soient fiscalisés deux fois, hein. Ça, c'est d'ailleurs étonnamment quelque chose qui n'est pas géré spécialement par l'Union européenne, puisque les États restent souverains, mais qui est régi par l'OCDE, hein, qui a mis en place des règles qui sont recommandées en matière de fiscalité pour éviter, par exemple, la double imposition. Mais par exemple, donc les travailleurs ne sont pas en général imposés deux fois. Enfin, il y a toute une série de dispositifs. Mais par contre, les règles peuvent différer sur chaque frontière, hein. Il y a des frontières où l'État dans lequel l'État voisin dans lequel un travailleur français travaille vont prélever l'impôt sur le revenu à la source, d'autres où l'impôt sur le revenu reste prélevé en France. Et il y a, selon les frontières, des cas où, par exemple, l'impôt sur le revenu prélevé à l'étranger fait l'objet de reversements fiscaux, et d'autres où ça n'existe pas. Et donc, en fait, donc l'État français se retrouve effectivement à devoir gérer une diversité. Et donc, nous ne pensons pas. C'est là où on rentre dans des choses un petit peu compliquées. Moi j'ai le sentiment que dans un moyen long terme, il sera logique d'avoir une certaine convergence fiscale. Alors, entre parenthèses, ça renvoie à des questions globales, hein, parce que, je veux dire, comme tu le sais, on est en train d'arriver au niveau global à des recommandations pour, par exemple, un minimum d'imposition sur les sociétés, par exemple. Mais donc moi, je pense quand même qu'à l'échelle de l'Europe, on ira dans les décennies à venir vers quand même une certaine convergence
qui sera qui ne sera pas comment dirais-je, un dumping, parce que le modèle social européen tire quand même un peu vers le haut les États. On n'est pas dans l'ultralibéralisme. Inversement, il y a des États qui sont aujourd'hui avec une tradition de prélèvements obligatoires beaucoup plus important que d'autres. La France en est d'ailleurs, mais on ira pas vers une uniformité, mais on ira probablement vers une certaine convergence. En même temps, dans l'immédiat, dans le court terme, on est obligé de négocier frontière par frontière, pays par pays, et donc c'est effectivement une machinerie assez complexe. Hein, mais nous, on est persuadés que je dirais si on prend juste le travail transfrontalier, qui n'est encore une fois qu'un des aspects, parce qu'il y a la vie, il y a une vie aussi des enfants, des étudiants, il y a une vie aussi des retraités, hein, mais le travail transfrontalier proprement dit génère quand même suffisamment de richesse. C'est quand même quelque chose qui est bénéfice, qui est au bénéfice à la fois des travailleurs mais aussi des entreprises. Donc d'ouvrir les marchés, c'est normalement quelque chose de quand même de jeu à somme positive, et ça vaut le coup que les États se prennent par la main et sur chaque frontière trouvent des accords qui ménagent, je dirais, les intérêts à la fois des travailleurs, des entreprises et des territoires. Hein. Le risque étant que ces territoires soient oubliés. Hein, voilà. D'accord, Jean, merci. Euh, Descendons un peu plus bas dans les échelles spatiales. Parlons un peu d'une région, celle du Grand Genève, ou la région franco-valdo-genevoise. Elle a accueilli assez récemment un train transfrontalier appelé le Léman Express, ou CEVA. Je voudrais parler ici à la fois de l'importance des réseaux de transport collectif à travers les frontières, mais également d'autres facteurs comme la culture ou les services publics en général. Ma question ici porte précisément sur une notion que vous avez évoquée et qui me semble très importante, c'est cette notion de bassin de vie transfrontalier. En quoi cette notion est pertinente pour la cohésion territoriale aux frontières et à travers les frontières? Est-ce que l'Union européenne est réceptive à cette notion de bassin de vie transfrontalier? Est-ce que les États sont réceptifs à cette notion? Est-ce que les autorités locales sont réceptives à cette notion de bassin de vie transfrontalier? Et en quoi, finalement, l'intégration transfrontalière, dont vous avez parlé aussi tout à l'heure, l'intégration transfrontalière par bassin de vie semble un enjeu majeur pour le futur, à la fois de la France comme État membre, mais aussi de l'Union européenne. Alors, déjà, effectivement, Genève est un exemple assez exceptionnel. Hein. Il y en a d'autres, heureusement, hein, comme Bâle ou comme ce qui se passe entre Copenhague et Malmö, entre le Danemark et la Suède. Mais c'est vrai que Genève, en fait, Genève est une grande ville, évidemment, suisse, qui a une dimension internationale, évidemment, qui est vraiment collée à la frontière française, au bout du lac Léman. Et je dirais que compte tenu à la fois de cette caractéristique, hein, Genève n'a pas de banlieue, ou plutôt la banlieue naturelle de Genève est en France. Il y a aussi, bien sûr, donc une très forte centralité, mais aussi, je dirais, des conditions socio-économiques qui font que la Suisse étant plus libérale, avec des fiscalités moins fortes, attire évidemment le capital et a besoin effectivement de travailleurs qui sont trouvés en France et qui ont intérêt à aller travailler là-bas. Il y a effectivement ces 100 000 travailleurs, mais il y a aussi, au-delà du travail, une réelle vie transfrontalière qui a toujours existé. On a à la fois des gens du côté français qui vont profiter de la grande ville, mais aussi des Suisses qui d'ailleurs eux-mêmes quelquefois habitent en France, dans la maison et dans la banlieue française, qui profitent évidemment de terrains moins chers ou des aménités, hein, que constitue par exemple la montagne, hein, le Jura ou les Alpes françaises. Donc, on a quelque chose de très intégré. Et là, cette notion française de bassin de vie décrit bien ça. Et là, je voudrais dire aussi que, bon, ça, c'est les mots, c'est la compréhension nationale. Et tout d'un coup, enfin, bassin de vie, on utilisait, nous, de temps en temps, mais ce qui est drôle, c'est que c'est le mot qui a été choisi pendant la crise sanitaire ou pour
quand l'État a pris un certain nombre de décrets sous la pression un petit peu des habitants de ces zones frontalières, le mot qui a été retenu, c'est bassin de vie, parce qu'il parlait aux gens. Il fallait expliquer effectivement il fallait expliquer aux fonctionnaires ou aux autres Français qu'il fallait respecter ces bassins de vie. Alors, je dirais, alors, ce qui me paraît important, c'est quand même de dire que ces bassins de vie, pour nous, ils existent vraiment sur l'ensemble des frontières. C'est-à-dire que l'exemple de Genève, donc tu l'as dit, hein, en fait, tous ces déplacements de population rendent nécessaires, voire indispensables, des transports en commun. Il se trouve qu'à Genève, il y a un système français et un système suisse de transports régionaux qui existent depuis très longtemps, hein. La Suisse, notamment, est très performante sur ce genre de choses. Et en fait, ce qui manquait, c'était en fait il y avait un chaînon manquant, hein, qui est justement cette liaison qu'on appelle le CEVA, hein, qui relie effectivement l'aéroport de Genève à Annemasse en France, en passant par le centre-ville de Genève. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que en créant, enfin, il a fallu quand même plusieurs, peut-être une vingtaine d'années, hein, entre la première idée et le financement et la réalisation. Mais en fait, par la réalisation de ce barreau manquant, on a complètement assurer une synergie entre ces deux systèmes de transport régionaux. Donc on a tout d'un coup un vrai système de RER transfrontalier avec plusieurs lignes qui s'interconnectent et avec aussi des lignes de tramway et de bus. Et on a un vrai système urbain d'agglomération transfrontalière. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que y a aussi des bassins de vie qui sont beaucoup plus ténu, mais en même temps très important pour les gens qui y vivent, hein. Si on prend par exemple plateau Cerdan à la frontière franco-espagnole, du côté de la Catalogne, il y a un plateau de montagne, hein, mais qui est quand même où la frontière serpente à travers le plateau et où il y a une vie transfrontalière avec des équipements dont un hôpital qui correspond à une réalité qui est multiséculaire, je dirais, hein. Donc, à partir du moment où les frontières, où on n'est pas en guerre, je dirais, avec un pays voisin, les gens qui habitent près d'une frontière ont une propension naturelle, je dirais, à, à, à la traverser et à vivre au sein de ces bassins de vie, et qui d'ailleurs, pour certains, préexistaient tout simplement à ces frontières, hein. Donc je pense Exactement. qu'effectivement, je pense que d'abord une réalité locale, hein. Ensuite, bon, quelque part, l'Europe la reconnaît parce que l'Europe, par construction, est heureuse de tout ce qui va vers l'ouverture, hein, même si les fondateurs d'Interreg n'avaient pas, je pense, en tête ce vocabulaire-là, ils ont été dans cette direction-là. Et effectivement, les États, c'est eux qui ont forcément le plus de mal, hein. Je donne juste un exemple, un exemple qui est lié à la fabrication de la statistique. L'INSEE, qui est donc l'Institut de statistique français, est en train de réviser sa carte des bassins de vie, hein. Là, le terme n'est pas neutre, hein. L'INSEE a toujours réalisé des cartographies pour essayer justement de saisir cette réalité de la vie quotidienne des gens, hein. Et donc pas seulement des bassins d'emploi, mais vraiment de bassins de vie comme bassins qui sont définis à partir de services publics. Mais la production que l'INSEE est en train de réaliser en ce moment s'arrête aux frontières, hein. Nous avons réclamé que soient pris en compte les bassins de vie transfrontaliers, mais en réalité, c'est pas que les ingénieurs de l'INSEE soient mal disposés, mais c'est simplement que les données dont ils disposent ne permettent pas, et ces données s'arrêtent à la frontière et elles ne permettent pas de dessiner des bassins de vie transfrontaliers. Donc là, on a un chantier pour la reconnaissance statistique qui est encore à mener. Voilà. Merci Jean. Euh, Dans la continuité de la question précédente sur les bassins de vie transfrontaliers, j'ai pu lire que certains acteurs et habitants des zones frontalières envisageaient l'idée d'un parlement transfrontalier avec des élus de différentes localités. Par exemple, dans le Grand Genève, vous l'avez évoqué, il existe un forum d'agglomération qui réunit la société civile frontalière et transfrontalière dans sa diversité. Ma question est la suivante. On a bien institué une citoyenneté européenne à l'échelle transnationale de l'Union européenne.
peut-on aussi imaginer une citoyenneté transfrontalière au niveau interlocal ou translocal de part et d'autre des frontières nationales? Et est-ce que cette idée de citoyenneté locale transfrontalière est un moyen de développer des régions fonctionnelles, humaines, à taille humaine, basées sur les besoins des êtres humains, les travailleurs et les autres personnes, à cheval sur ces délimitations et centrées sur le bien-être local des habitants de cette région? Alors, d'abord, nous, enfin, très très clairement, on pousse effectivement ce concept de citoyenneté transfrontalière. Je dirais, c'est venu sans calcul de notre part en termes juridiques ou politiques, mais encore une fois, au cœur de la crise, de la crise sanitaire, on a vraiment eu envie de pousser cette notion. On a développé une alliance pour les citoyens transfrontaliers. Ça a été le nom de code, hein, et le comité des régions a voté une résolution qu'on a aidé à rédiger, etc. Donc c'est venu naturellement parce que les personnes aux frontières, encore une fois pendant cette crise, ont justement éprouvé que leur propre vie n'était tout d'un coup plus reconnue parce que, encore une fois, on a effectivement, comme tu l'as dit, on est chacun citoyen d'un État national et on est citoyen européen. Bon, ça, les gens ont quand même compris ça, hein. Ça se traduit quand même par effectivement de la reconnaissance de la vie des gens en Europe en termes de liberté de circulation, en termes quand on tombe malade, quand on a un problème à l'étranger, on a quand même la garantie d'être soigné, etc., etc. Donc, il y a quand même cette réalité-là, mais qui s'est tout d'un coup, je dirais, rabougri considérablement en mars 2020, puisque tout d'un coup, on n'était plus que des citoyens nationaux et il y avait plus du tout la possibilité, enfin, ou du moins c'était très compliqué de traverser la frontière parce que les États ne disposant pas de quelque chose de mieux qui aurait pu être par exemple c'est venu après, fort heureusement, grâce à l'Europe, mais comme on connaissait pas cette maladie, on était incapable de la mesurer. Par contre, on pouvait regarder les cartes d'identité, hein. Donc, et là, je pense que les gens ont vraiment ressenti fortement qu'en fait, il y avait encore quelque chose à construire, qui était cette reconnaissance des bassins de vie transfrontaliers. Alors après, moi, je serais prudent, c'est-à-dire que la citoyenneté nationale est déjà bien compliquée, hein. On a déjà du mal à faire fonctionner nos démocraties nationales. Donc, nous, on pense effectivement qu'il faut aller vers une démocratie transfrontalière, ce que commence à faire effectivement un certain nombre de conseils, de développement transfrontalier. Donc, et ça, on souhaite vraiment ardemment que sur chaque frontière, les citoyens soient associés ensemble, en se mélangeant par-delà la frontière à des consultations pour contribuer, pas seulement de part et d'autre de la frontière, mais ensemble avec les élus à la définition d'un certain nombre de politiques publiques. Après, moi, je ne visualise pas à court terme ce que serait effectivement une démocratie transfrontalière. En tout cas, elle ne se substituerait pas aux démocraties nationales. Enfin, il y a des États, ils sont là, ils ont un rôle quand même important, ils ont des gros budgets, ils ont des compétences législatives. Donc voilà, il est important que ces démocraties nationales continuent d'exister. Après, on peut sûrement progresser effectivement dans le fait que les démocraties locales qui sont situées sur une frontière développent effectivement des modalités d'association des citoyens de l'autre côté de la frontière. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que ces questions-là ne se posent pas seulement sur les frontières nationales. C'est-à-dire que dans n'importe quelle grande région urbaine, on a effectivement des personnes qui vivent dans des boîtes territoriales qui s'appellent des communes, des départements, des régions en France, et qui, par ailleurs, ont une vie
par-delà les frontières administratives. Et je dirais que la question qui se pose aussi, par exemple, aux limites d'une région comme la région parisienne, où un certain nombre de gens viennent en région parisienne travailler. Il y a aussi à se poser des questions sur la démocratie des réseaux et des systèmes de transport, par exemple, qui ne restent pas enfermés dans des boîtes territoriales. Donc je dirais, j'élargirais la question en disant comment revivifier effectivement la démocratie traditionnelle qui se déroule dans des espaces fermés, qui soient locaux ou nationaux, comment effectivement aller vers une démocratie qui prenne en compte le fait que la vie des personnes se déroule la plupart du temps au-delà de limites administratives. Voilà, donc je dirais, nous, sur les frontières, on propose juste effectivement que ce soit le cas aussi par-delà les frontières nationales, avec probablement d'ailleurs, parce que là je décris beaucoup des complexités, mais je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée humaine à assumer, je dirais, cette existence de bassin de vie transfrontalier. C'est vraiment pas seulement d'ailleurs un bénéfice en termes de trouver du travail ou de consommer des biens ou de bénéficier de services publics, mais c'est aussi simplement une énorme richesse de culture et de rencontres. Et c'est peut-être aussi un petit peu la nature même de l'Europe, hein, qui est de fait qu'on est un bout de continent asiatique où il y a une très grande diversité de langues, de cultures, et en même temps peut-être des dimensions communes qui est peut-être cette vocation à l'hospitalité ou à l'accueil de la différence. Donc je pense que là aussi, ça a un sens effectivement de construire peut-être cette citoyenneté transfrontalière, mais pas peut-être de partir d'une réflexion juridique qui Oui. risque très vite de toucher quand même des difficultés, mais plutôt de partir d'une notion de comment organiser la rencontre et comment faire se rencontrer les citoyens par-delà la frontière, avant de penser à des Oui, usines à gaz juridiques. tout Voilà. à fait, quelque chose de plus pragmatique, hein. Mm. Mm. Euh, donc, nous avons parlé de l'enjeu d'une citoyenneté transfrontalière, voire d'une démocratie transfrontalière. Et on sait aussi que les frontières fermées, et le Covid nous a permis de nous en rendre compte de manière brutale, où cette fermeture de frontières constitue un obstacle, un réel obstacle au développement territorial des localités concernées. Ces localités concernées par la frontaliérité, le voisinage international avec d'autres pays et d'autres collectivités de l'autre côté des frontières, elles ne peuvent pas s'exprimer à 360 degrés et les économies d'échelle sont difficiles à établir pour elles. Le 8e rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale du 9 février 2002 est intitulé La cohésion en Europe à l'horizon 2050, un rapport publié par la Commission européenne. Ce rapport parle de renforcer le rôle des régions dans la construction de l'avenir de l'Europe. Et il dispose qu'il est impératif d'améliorer la gouvernance des zones frontalières fonctionnelles. Jean, je voudrais qu'on s'interroge sur cette notion de gouvernance. On parle de Mm. gouvernance transfrontalière, de gouvernance territoriale, aussi de gouvernance multiniveau. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Quel rôle peut jouer cette gouvernance multiniveau, justement, dans la coopération transfrontalière? À quel défi est confrontée cette gouvernance multiniveau? Et qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance multiniveau? Bah, je vais peut-être essayer de m'appuyer sur ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que d'abord, bon, il est clair que le projet européen euh, s'est développé au travers de cette politique de cohésion qui a donc tu as parlé du rapport cohésion, donc celui qui est sorti en 2022, mais il y en a un tous les 3 ans, donc il retrace année après année, je dirais, l'évolution non seulement de cette politique, mais de la lecture qui est faite par la Commission des territoires européens et qui est donnée qui est mise en débat avec les États et avec les parties prenantes. Il est certain que l'union, enfin le processus de construction européenne
et c'est traduit par cette politique qui s'adresse aux régions. Et donc, soit les régions existaient, soit la Commission n'a pas le pouvoir, bien sûr, de dire aux États de créer des régions comme ci ou comme ça, mais elle a vraiment été dans le sens de recommandations fortes, je dirais, d'une décentralisation des politiques pour se rapprocher des territoires et pour sortir de systèmes très centralisés, ce qui était notamment le cas d'ailleurs des États d'Europe centrale et qui venaient du bloc communiste, hein, où ça n'existait pas. Donc, c'est vraiment dans l'ADN des politiques européennes de pousser à cette gouvernance multiniveau, c'est-à-dire il y a l'Europe, il y a les États, mais il est important d'avoir de plus en plus des régions, voire des autorités locales qui sont coproductrices de richesses en prenant en compte la réalité des territoires et les populations qui habitent dans leur bassin de vie, qui ne sont pas tous transfrontaliers. Alors après, nous la petite musique qu'on essaie de faire entendre et que la Commission commence quand même à entendre, c'est qu'effectivement, il faut prendre en compte les régions fonctionnelles. Et donc ça, c'est quelque chose que tous les aménageurs du territoire savent depuis toujours, c'est-à-dire que le développement économique ou la recherche de travail ou de services ou de débouchés économiques franchit toujours les frontières. Ça a été comme ça de toute éternité. Donc, il est important que les politiques publiques prennent en compte ce qu'on appelle quelquefois l'interterritorialité, c'est-à-dire à la fois que de toute façon, il y a des frontières administratives parce qu'il faut gérer des réalités il faut lever l'impôt, il faut développer des services, etc. Mais qu'il faut le faire le plus possible en ayant en tête que les solutions sont quelquefois de l'autre côté de ces frontières et donc, quelle que soit une collectivité, il faut qu'elle admette qu'elle doit travailler avec les voisins. Ces voisins sont quelquefois des voisins par-delà une frontière nationale, mais d'une façon plus générale, il faut travailler avec les régions voisines ou avec les communes voisines. Et comme, ça c'est plus compliqué à expliquer, mais comme il y a aussi des dissymétries de systèmes, notamment par-delà les frontières nationales, il faut aussi travailler avec les échelons supérieurs. Hein. Je veux dire, si effectivement, à la frontière franco-allemande, on a... il se peut que les communes à la frontière n'aient pas les mêmes compétences, et donc là, il va falloir remonter dans des systèmes nationaux. Donc, c'est là où on a besoin de cette gouvernance. Alors, le mot est galvaudé et un peu techno, mais s'il y a un type de territoire où il faut évidemment en parler, c'est justement sur les frontières. Le problème, c'est que les gouvernements nationaux s'arrêtent à la frontière, les gouvernements locaux aussi, et donc il faut bien inventer autre chose qui est justement une gouvernance. Yeah, Voilà. exactement. Donc, Non, mais c'est ça, c'est la gouvernance est un outil, un prisme de pensée qui permet de penser hors des boîtes territoriales. Et c'est voilà. pour ça que ça paraît assez utile comme notion. Récemment, la MOT a été missionnée par la Commission européenne pour évaluer la gestion des frontières pendant la crise du Covid. Bon, cette pandémie, comme on l'a déjà dit, a particulièrement impacté les habitants des régions frontalières. Par exemple, au plan des contrôles, la gestion des frontières a été renationalisée malgré l'existence de règles collectives européennes. Ma question, Jean, porte sur les éventuelles leçons de la crise Covid pour un plus jamais ça. En prenant en considération cette crise et les leçons acquises, et en fonction du rapport que vous avez produit, enfin des deux rapports que vous avez produits, quel est l'avenir de la gestion des frontières dans l'Union européenne en général? Quelles pourraient être les recommandations pour les espaces transfrontaliers au plan local et au plan multiniveau? Et là, je me base sur ce que j'ai pu lire dans le dernier rapport que vous avez produit avec l'équipe de la MOT pour la Commission européenne. D'accord. Alors donc, cette étude, effectivement, a porté sur l'ensemble des frontières, dans leur diversité. On n'avait pas quand même des moyens considérables, donc on a fait avec les moyens du bord, en essayant notamment d'utiliser toute la littérature qui a quand même émergé pendant ces 2 ans. On a aussi pratiqué un certain nombre d'interviews. Alors, localement, on a trouvé des gens interviewés. Au niveau national, c'était déjà moins évident parce que on s'est rendu compte justement que les États n'avaient pas forcément une vision intégrée de leurs frontières. Il y avait des fonctionnaires qui géraient le régalien et d'autres qui géraient
tant bien que mal la question des gens qui habitent à la frontière. Mais donc, on a néanmoins réussi à faire ce rapport. Alors, je dirais que je pense qu'il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un premier niveau qui est le niveau local où là, je n'aurais pas je ne vais pas trop détailler parce que je crois que j'en ai pas mal parlé. Enfin, il est évident que, que la crise a permis de voir combien à la fois ces bassins transfrontaliers existaient et combien ils étaient fragiles si les frontières se refermaient. Donc, j'ai pas de doute, et ça les gens peuvent le comprendre, que la solution soit je dirais, l'organisation de services publics transfrontaliers, le fait qu'ils soient le plus possible préservés, y compris en cas de crise, qu'on maintienne donc au maximum un droit de traverser cette frontière et que ce droit soit compris comme à la fois quelque chose de naturel et qui soit pas, comment dirais-je, dénié dès qu'il y a le moindre problème. On a une crise sanitaire, mais il y a aussi des enjeux, par exemple, de sécurité ou de migration. La solution ne consiste pas, enfin, la solution, c'est la coopération éventuellement des polices pour arrêter des malfaiteurs par-delà la frontière, ou la coopération entre États pour trouver des solutions à l'échelle de l'Europe pour accueillir les migrants qui ont passé la frontière tout en trouvant des solutions de politique avec les États émetteurs pour que peut-être qu'ils se développent. Hein, mais en tout cas, les solutions consistent à travailler entre États et à l'échelle européenne, mais pas à créer des murs ou à empêcher ou à refouler des bateaux sur les frontières extérieures. Donc ça, c'est une première idée. Et donc, pour revenir au bassin de vie transfrontalier, il faut effectivement construire ces politiques localement et avoir des États bienveillants qui donnent aux collectivités des moyens d'agir et de résoudre les difficultés rencontrées, notamment en termes juridiques, par exemple. Hein. Alors après, il y a une autre dimension qui est que malgré tout, ces États continuent d'exister et ils coopèrent à l'échelle européenne. Et c'est là où il peut y avoir des législations européennes et c'est d'actualité puisqu'on a, comme tu le sais, une législation autour de ce qu'on appelle les accords de Schengen, donc qui normalement ont été conçus comme un engagement des États à maintenir les frontières ouvertes et également à gérer ensemble les frontières extérieures. Hein, et donc cette législation est en révision actuellement. La Commission, avec l'accord du Conseil, a produit un texte qui, alors il y a un aspect de gestion des frontières extérieures et de gestion des flux migratoires qui n'est pas dans ma compétence et que je ne vais pas évoquer, mais il faut effectivement avoir une approche plus européenne de ça. C'est ce qui est une partie du projet de règlement. Et il y a une autre partie qui est pour nous alors directement intéressante, qui est que le projet de règlement prévoit que les États définissent sur chacune de leurs frontières intérieures des régions transfrontalières qui feraient l'objet de mesures d'atténuation. Je dirais que quand effectivement des États doivent, pour telle ou telle raison, réinstaurer un contrôle frontalier, ces États devraient donc s'assurer qu'effectivement la vie des régions transfrontalières, ou en d'autres termes des bassins de vie transfrontaliers, soit le plus possible respectée, et les États auraient à rendre compte effectivement à justifier des mesures qu'ils prennent et à rendre compte de la pertinence de leurs mesures sous le contrôle de la Commission, c'est-à-dire en clair avec une Commission qui, plus qu'aujourd'hui, pourrait effectivement limiter les abus et puis aussi faire valoir, je dirais, des bonnes pratiques de gestion de la frontière qui peuvent venir d'ailleurs en Europe. Et donc, nous, ce qu'on essaye de plaider dans ce rapport, c'est effectivement, là encore, une vraie réflexion multiniveau, c'est-à-dire privilégier l'action locale et donner aux collectivités frontalières les moyens d'agir ensemble, mais aussi responsabiliser les États
et notamment limiter leur pouvoir de nuisance, je dirais, grâce à une Union européenne et notamment à une commission qui ait les moyens de surveiller ce que font les États et de développer de meilleures pratiques. Mais tout ça dans l'idée quand même que les frontières sont quand même très très diverses et les États sont eux-mêmes très différents, petits, grands, centralisés, fédéraux et que il n'y a pas de solution top-down. Je ne crois pas du tout que Bruxelles puisse édicter des règlements qui viendraient uniformiser la gestion des régions ou la gestion des frontières. On est quand même dans un système où il faut trouver un équilibre. Enfin, c'est le sens de ce fameux principe de subsidiarité, hein, mais conçu comme un travail entre les niveaux et pas se cantonner dans des échelles locales ou nationales, disons. Merci Jean. Comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de rapports qui sont publiés et on voit une grande activité politique derrière l'importance de la coopération transfrontalière et une réinvention un peu de la pensée des frontières. Par exemple, l'avis du Comité européen des régions a publié un rapport intitulé Les services publics transfrontaliers en Europe. Il y a une résolution du Parlement européen du 15 septembre 2022 sur les régions frontalières de l'Union européenne, intitulée Des laboratoires vivants de l'intégration européenne. La Commission européenne avait aussi formulé, et tu en as parlé, une proposition de règlement relatif à la création d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier, le fameux ECBM. Où en est-on de ce processus? On m'a parlé de blocage au niveau du Conseil. Et derrière tout ça, la porosité des frontières juridiques, est-ce que c'est une solution pour justement dépasser le cadre du territorialisme politique, les fameuses boîtes territoriales dont tu as parlé tout à l'heure? Alors, ce projet de règlement a effectivement été au départ une idée de quelques parties prenantes, notamment au Luxembourg. Là, il se trouve que quelquefois les États ou les parties prenantes ont des idées et les font remonter à la Commission. Enfin, la MOT a appuyé notamment cette démarche. Et à un moment donné, effectivement, la Commission européenne, qui comme tu le sais, a à l'initiative de production de projets de règlement, a effectivement écrit un projet de règlement, donc European Cross-Border Mechanism, qui en fait, je vais vraiment schématiser à l'extrême, hein, mais qui prévoit en fait deux choses. Le premier, c'est effectivement la possibilité dans le cadre, par exemple, d'un service public transfrontalier, d'utiliser localement la loi d'un État sur une partie réduite de l'État voisin dans le cadre justement d'un bassin de vie transfrontalier. Enfin, pour être plus précis, un exemple très simple, c'est un tramway. C'est basé d'ailleurs sur un cas concret où le tramway s'est réalisé sans le recours à cet outil, mais si cet outil avait existé, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Quand on est à Strasbourg, donc ville française à la frontière allemande délimitée par le Rhin, avec une banlieue qui s'appelle Kehl de l'autre côté de la frontière, il y a un système de transport strasbourgeois très performant. L'idée était de faire franchir le Rhin à ce tramway. Ça a été très compliqué parce que les règles des tramways ne sont pas les mêmes. Et donc l'idée aurait été qu'il puisse y avoir un déclenchement très simple à quel on admettait, les autorités allemandes auraient pu admettre dans le cadre de ce règlement européen, le fait que c'était bien un tramway français qui, sur 1 ou 2 kilomètres, allait traverser le Rhin. Et donc, en fait, il y avait aussi dans ce règlement, il y a aussi dans ce projet de règlement l'idée que chaque État devrait désigner des points de coordination nationaux sur les enjeux frontaliers qui, justement, travailleraient ensemble sur chaque frontière avec un pays voisin et que ce réseau de points de contact nationaux soit lui-même animé par un point le point de contact frontalier qui a déjà été créé à la Commission européenne pour justement s'assurer que les États
mettent dans leur action nationale l'enjeu de ces obstacles frontaliers et se dotent de dispositifs qui permettent de les résoudre, soit, je dirais, en bilatéral frontière par frontière, soit à l'échelle européenne. Et en fait, donc ce règlement est en fait assez raisonnable, hein. Il y avait des garde-fous prévus pour éviter que les États soient entraînés dans des choses qui mettraient en danger leur souveraineté. Je veux dire, on peut quand même considérer que les États ont le droit de ne pas se laisser entraîner sur des choses dont ils ne voudraient pas. En réalité, c'est le fait que les États aient effectivement bloqué au sein de l'institution qui s'appelle le Conseil, hein, qui est donc constitué de 27 représentations nationales, hein, bah c'est plus, à mon avis, le signe d'un malentendu, parce que peut-être les représentants de ces États dans ces groupes techniques du Conseil n'avaient aucune connaissance des enjeux très concrets transfrontaliers et ont surinterprété ce projet de règlement. Et donc nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il faut probablement reprendre le travail, peut-être avoir des rédactions plus pédagogiques et plus simplifiées. Et ce qu'on pense aussi, c'est que il faut probablement, comme je le disais tout à l'heure sur le règlement Schengen, avoir une approche qui ne soit pas trop top-down et qui soit plutôt basée sur des dispositifs, je dirais, quelque part laissés à l'appréciation des États et définis frontière par frontière. Quelque part, ce projet de règlement, ça serait un petit peu une généralisation des accords que la France a déjà signé avec l'Allemagne dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle ou avec l'Italie dans le cadre du traité du Quirinal. Mais donc, ça pourrait, par exemple, faire l'objet d'approches différentes dans d'autres parties de l'Europe. On a aujourd'hui, dans le nord de l'Europe, une institution qui s'appelle le Conseil nordique, qui associe donc des États, dont certains d'ailleurs ne sont pas dans l'Union européenne, puisqu'il y a la Norvège et l'Islande. On pourrait imaginer que dans cette région où il y a quand même effectivement une recherche justement de solutions entre ces pays pour faciliter la libre circulation, ça soit les mécanismes déjà en place qui servent à mettre en œuvre le projet européen. Donc en fait, l'idée, ça serait effectivement d'avoir une espèce de gouvernance assez soft en fait pour résoudre ces obstacles transfrontaliers. Donc il y a probablement encore du travail à faire pour reprendre la rédaction de ce règlement et peut-être un peu moins effaroucher les États. Donc nous sommes mobilisés pour aller dans ce sens-là. Voilà. Mais c'est vrai que comme on sent que les États, les États, sont les États, ils fonctionnent parce qu'il y a des fonctionnaires et donc c'est aussi une question de formation des fonctionnaires à comprendre ces enjeux. C'est aussi une question de formation des opinions publiques parce que les opinions publiques sont diverses. Hein. Quand on est à la frontière, on perçoit ces enjeux de gestion partagée par-delà la frontière, mais vous avez des citoyens dans un État donné qui ne comprennent pas ces enjeux et qui ont tendance aussi à exiger de leur gouvernement des mesures qui ne sont pas forcément tout à fait adaptées. Hein. On voit bien que la demande de sécurisation par la fermeture de frontières, c'est aussi quelque part les opinions publiques qui produisent ça. Donc ça, on est aussi renvoyé à des enjeux d'éducation, évidemment, des populations. Merci Jean. Nous arrivons à la fin de notre discussion et je voudrais, avant de se quitter, je voudrais qu'on échange un peu sur le phénomène de frontières en général et au plan théorique. J'ai pu lire dans le rapport de Lamotte, rédigé pour la DG Régio, qu'un changement conceptuel était devenu nécessaire. Alors, ces réflexions rejoignent évidemment la raison d'être de Lamotte et de tout ce qu'on en a pu lire tout à l'heure sur les bassins transfrontaliers. Mais ma question est toute bête, est toute simple, et ça peut varier selon les disciplines, mais les frontières, c'est un objet complexe, c'est un phénomène complexe. Est-ce que c'est plutôt des lignes? Est-ce que c'est plutôt des périphéries nationales en termes d'aménagement du territoire? Est-ce que c'est plutôt des zones de coopération à travers l'Union européenne? Ou est-ce que c'est plutôt des interfaces créatrices en termes de culture et de culture partagée?
qu'est-ce que c'est qu'une frontière et comment on peut mieux la théoriser, comment on peut réinventer le concept ou les concepts de frontière afin de mieux la comprendre et de faire en sorte qu'elle soit un obstacle le moins possible au sein du processus de construction de l'Union européenne. Je pense qu'effectivement, les frontières sont effectivement tout à la fois tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que il est bien clair que on vit dans un monde où les États ont quand même une puissance. Hein. Les États-nations sont encore une fois le cadre démocratique et le cadre aussi où on lève l'impôt et les prélèvements obligatoires dans les États européens peuvent varier selon les États, mais sont quand même des masses considérables. Hein. Le budget européen lui-même n'étant qu'une toute petite partie de ces prélèvements obligatoires. Donc les États existent. Donc au sein de ces États, les régions frontalières sont effectivement des périphéries, et donc le projet européen consiste justement à faciliter qu'elles redeviennent sur chaque frontière des zones centrales au sein d'un espace européen. Donc ça, c'est une première réalité. Les frontières sont des lignes, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. La construction européenne est une construction qui est réalisée entre des États qui acceptent en quelque sorte de construire une espèce de souveraineté commune en partant de leur souveraineté. Et on le voit bien en ce moment avec aussi le contexte de guerre en Ukraine. Donc, mais si ces États existent, il faut bien qu'on sache où ils s'arrêtent. Hein. D'ailleurs, ça serait mieux si tous les États du monde respectaient effectivement ces lignes. En même temps, puisque justement on vise cette intégration par-delà les frontières, on ne peut pas s'arrêter. Il ne faut pas survaloriser ces lignes, et il faut que les États acceptent effectivement de travailler par-delà ces lignes et donc de respecter aussi ces zones qui ont toujours existé et qui ont même souvent préexisté à ces lignes. Je veux dire, c'est presque biologique. L'homme, comme tout animal vivant, va chercher à effectivement tirer profit pour vivre, pour sa subsistance matérielle ou pour sa croissance culturelle, va effectivement chercher à franchir les lignes et les limites de ces territoires, de ces constructions humaines. Et donc, et bien sûr, les frontières sont effectivement des zones, des espaces de rencontre et pas seulement des lignes. Après, c'est aussi des réseaux parce que effectivement, même les gens qui n'habitent pas à la frontière habitent dans des villes qui ont vocation à échanger avec d'autres villes. Il y a des échanges économiques. Donc, en fait, c'est une réalité qui doit dépasser les zones frontalières. L'Europe, c'est aussi une Europe de réseau qui maille l'ensemble du territoire européen. Et moi, je dirais justement, enfin, peut-être que le sens le plus profond de cette frontière, peut-être le plus difficile en tout cas à franchir, c'est pas tant effectivement d'imaginer de traverser des lignes. On vit tous avec des lignes. Les gens sont quelquefois propriétaires. On peut comprendre ce que c'est qu'une ligne qui est une simple limite de propriété ou de réglementation. Mais le plus difficile, à mon avis, avec les frontières d'État, c'est qu'en fait, elles traduisent la réalité de systèmes qui se tournent le dos. Je pense que c'est ce que dit le mot boundary, hein, en anglais, hein, mais intraduisible en français. Puisqu'on a seulement le mot frontière, mais je pense que l'enjeu, c'est vraiment que ces États-nations qui structurent encore lourdement nos, notre vie un peu partout dans le monde, que on arrive à se retourner vers les États voisins pour d'abord effectivement combiner les législations, combiner les politiques, mais surtout se rendre compte qu'on est beaucoup plus heureux et productif et aussi respectueux des enjeux environnementaux en regardant par-delà leurs frontières et en ne restant pas tourné exclusivement vers ces États-nations qui peuvent être à un moment donné un poids
complètement contraire au progrès, au développement social et au salut de la planète, si effectivement on ne se retourne pas vers le voisin et si on ne regarde pas plus large que ces États-nations. Voilà. D'accord, Jean, merci beaucoup pour toutes ces réponses très intéressantes, notamment aussi sur le concept de frontières et ses variantes, comme ces variations, qui vont certainement intéresser et questionner nos auditeurs et auditrices. Merci, Jean Perroni, pour votre participation à notre podcast. Merci à toi. C'était le podcast Borders in Globalization. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Jean Perroni, directeur de la mission opérationnelle transfrontalière. Le site internet est espace-transfrontalier.org. Notre thème de discussion était les frontières et l'objectif de la cohésion territoriale au sein de l'Union européenne. Merci pour votre attention et rendez-vous bientôt pour le prochain interview. Au revoir.